si Angine de poitrine vient d'une planète étrange, Fred Bastien, lui, vient de l'Internet. Oui. Il est avec nous. Un Internet étrange. Descendu sur Terre. J'aimerais faire ce triangle en ton honneur. Mais quand on fait le triangle d'Angine de poitrine, on est vu comme une théorie du complot. Oui, bien sûr, évidemment. Je pourrais vous en envoyer là-dessus. Fred Bastien, parlant de théorie du complot, il y a deux entreprises qui ont évidemment fait beaucoup jaser depuis quelques années. Je parle évidemment d'OpenAI et d'Anthropic, qui sont les deux sociétés là, phares en matière de développement de l'intelligence artificielle. Eh bien, ils veulent faire leur entrée en bourse. Éventuellement. C'est ce qu'on promet. Et le petit couac, en fait, c'est que financièrement, ça va pas du tout. Ouais, ben c'est intéressant pour les gens qui sont peut-être moins familiers. Quand on parle de ces compagnies-là, OpenAI, c'est la compagnie derrière ChatGPT, que tout le monde connaît ou presque, que plusieurs personnes utilisent. C'est un peu comme le niveau populaire de l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Puis Anthropic est derrière Claude, qui est, on pourrait dire, je pense, le compétiteur le plus féroce là, dans la tête des consommateurs. Là, parce qu'il y a évidemment aussi Grok de Elon Musk, bon, etc. Puis il y a aussi d'autres degrés. Il y a Copilot de Microsoft, qui est plus dans un côté corporatif. Puis il y a aussi d'autres niveaux d'intelligence artificielle, comme par exemple Palantir, là, qui a son propre système qui fait plus affaire avec des entreprises et des pays, notamment l'armée, etc. Pour s'assurer de bombarder les méchants Palestiniens et pas les bons Palestiniens, par exemple. Entre autres. Là, ils sont aussi actifs ailleurs. Ils sont très ailleurs. actifs dans le militaire. Ouais, là, en puis Ukraine, ils choisissent etc. les bons et les méchants. C'est notamment très controversé parce que forcément, c'est quoi un bon? C'est quoi un méchant? C'est une large question que tu poses, puis justement aussi comment est-ce que ces technologies sont vraiment utilisées aussi sur le terrain. C'est sûr que comme c'est l'armée, ben on n'est pas au courant de tout absolument. Là. Donc c'est quand même, il y a des niveaux de complexité. Mais si on revient à l'histoire des finances, comme tu disais, ben on a appris récemment, puis là c'est des sources. Hein, on peut pas avoir le doigt dessus parce que ce n'est pas encore des compagnies publiques comme tu l'as dit. Les compagnies en bourse, on peut savoir à quoi ressemblent un peu les finances intérieures de la compagnie pour savoir combien ça vaut, etc. Mais là c'est que l'information qui sort, c'est que OpenAI, qui est derrière ChatGPT, aurait perdu 39 milliards de dollars américains en un an. Mais ça, c'est étonnant, non? Ben, c'est étonnant, mais si on pense aux compagnies technologiques dans l'histoire, je pense à Amazon, entre autres, Facebook aussi a eu un peu la même méthode, on entre en faisant très peu de profits pendant très longtemps, même des déficits, en voulant prendre de l'espace dans le marché. Puis là, une fois qu'on est bien établi, qu'on a réussi à concurrencer tout le monde avec nos tarifs un peu plus bas, puis qu'il s'est rendu une habitude pour le consommateur de se tourner vers nous, ben là, on commence à faire de l'argent. Là, on commence à monter les prix, à couper la dépense. Puis quand tu regardes OpenAI, en particulier ChatGPT, oui, ils font des bons revenus là, en termes de gens qui payent pour le système et les publicités. On parle de 13 milliards en 2025, mais 13 milliards par rapport à 39 milliards en dépenses, ben on est vraiment comme dans le rouge. Puis pourquoi est-ce qu'ils dépensent autant? Ben ils dépensent beaucoup en recherche et développement. On veut être à la fine pointe du dernier modèle. Il y a une croyance dans la Silicon Valley que le consommateur veut toujours choisir la nouvelle affaire, la meilleure affaire. Alors, c'est ce qui justifie, selon ce qu'on peut comprendre de la stratégie de OpenAI, de dépenser autant, même si leur revenu est quand même intéressant. Mais c'est vrai que si tu es à 2 clics de changer, de canceller ton abonnement et de changer d'intelligence artificielle parce que l'autre serait peut-être meilleur, ben là, peut-être que tu veux dépenser plus pour avoir la meilleure, pour garder le monde chez toi. En tout cas, c'est la rhétorique. Mais si eux autres perdent autant, ça veut dire qu'un consommateur qui s'abreuve d'OpenAI ou d'Anthropic, ça lui coûte cher à lui aussi. Ça coûte cher, mais en même temps, le consommateur est peut-être même gagnant dans le sens où s'il dépense autant, puis c'est peut-être que le service vaut plus cher que ce qu'on paie réellement pour. Là, rendu là, ça devient au consommateur de un peu prendre sa place là-dedans. Mais c'est un peu aussi, je pense à Uber. Au début, Uber, là, c'était donc moins cher que les taxis, puis c'était donc propre dans les Uber. Puis tu sais, donc oui, il y avait un aspect de nouveauté là-dedans, mais il y a aussi l'aspect que Uber, ben, volontairement, chargeait beaucoup moins cher. Peut-être quitte à faire des pertes, on peut penser au IA que ce serait la même chose, pour aller concurrencer le marché qui est déjà en place. Alors, et est-ce qu'à un moment donné, il y a des investisseurs qui vont cette année, qui vont dire, bon là, soit on est une compagnie en bourse, ou soit les investisseurs privés veulent moins perdre d'argent que ça. Ben là, est-ce qu'on va vouloir augmenter les tarifs de ChatGPT? Est-ce qu'on va vouloir peut-être rendre les modèles moins performants, dépenser moins? Parce que qu'est-ce qui coûte cher à OpenAI? C'est la recherche et développement, mais aussi d'entretenir les serveurs. Une fois que les requêtes sont faites, etc., il faut aussi les payer, ces requêtes-là. Donc, ça devient un jeu, un équilibre entre le consommateur qui paie et ce qu'eux sont prêts à offrir comme service. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent payent pour ces services-là. Moi, je suis abonné à Claude, dont Anthropic. Mais pour du plus performant, il faut que tu payes. Oui, puis tu sais, je paye 25$ par mois pour chacun des deux services et je n'ai que la version...
bonne, là, mais il y a bonne plus, là. Il y a des niveaux plus professionnels. À $200 puis même plus par mois, là, tu sais. Exact. Et je me pose la question, parce que si ce que tu dis est vrai, Fred, que effectivement, moi, je paye ce montant-là, chacun paye, il y en a plusieurs qui payent pas, mais qu'à ce montant-là, comme tu dis, ils perdent énormément d'argent. Moi, je ne paierais pas $500 par mois pour cette affaire-là. Là. À un moment donné, tu sais, il y a comme une limite. Mais des fois, ils nous la font pied dans la porte, un peu comme il dit. Mais tranquillement, ça augmente, tranquillement. Spotify a augmenté. Là, encore. Exact. Oui. Bon, on en parle, ils nous montrent de quelques dollars à chaque fois. À $16, tu comprends? Oui, mais ça a commencé pas cher. Le multiplicateur, là, ils font 13 milliards de revenus et ils perdent 39 milliards de dollars. Il faudrait qu'ils multiplient les prix par 5. Mais plusieurs vont dire, oui, mais s'ils slackaient la recherche et le développement, ça serait pas si pire. Puis justement, on peut regarder Anthropic qui, bon, là, les informations qu'on a, c'est que on se rapproche un peu plus de la profitabilité pour Anthropic. Okay. Ce qui est intéressant parce que leurs revenus sont bons, mais peut-être aussi qu'ils flambent moins d'argent en R&D pour avoir, entre guillemets, le meilleur modèle. Parce que aussi, il y a l'équation, est-ce que c'est vrai que plus tu dépenses, meilleur tu as un modèle? Pas nécessairement. Si tu as des employés d'une meilleure qualité, plus de créativité, des meilleurs systèmes internes, tu es plus productif avec l'argent que tu as, peut-être que tu vas faire un meilleur modèle sans trop dépenser. On l'a vu notamment, puis là c'est un autre gros sujet, mais avec des modèles chinois qui étaient très compétitifs, puis on disait à moindre coût. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a eu du vol de propriété intellectuelle là-dedans? Il y en a plusieurs qui disent que oui. Là. Toute cette industrie-là est du vol de propriété intellectuelle. Je veux pas comme être plate avec toi, mais... C'est un point intéressant que tu l'as. Ça me fait toujours rire quand OpenAI puis Anthropic ils nous ont volé nos affaires. Je suis comme toi. C'est ça votre modèle d'affaires, les gars. Là. Calmos. Mais comme ça coûte cher comme ça, je me dis donc, c'est pas demain la veille que l'intelligence artificielle va tout contrôler. Là. C'est la peur de certains, mais à voir comment ça coûte cher, on n'est pas rendu là. Puis tout contrôler, on ramène toujours la question à ça. Est-ce que la machine est consciente? Ou est-ce qu'elle est toujours en train de répondre à ce qu'un humain demande? Puis bon, dans un cadre militaire, c'est des questions encore plus intéressantes à se poser. Là, on parlait de Palantir tantôt, mais présentement, ça reste encore que c'est l'humain qui s'en sert comme outil de productivité. Je pense que ça ramène beaucoup la productivité individuelle. Parfois, on se pose la question de productivité pour les entreprises au complet. Puis là je pense entre autres justement à Alex Karp, qui est le président de Palantir, qui, lui c'est sorti récente, ces compagnies-là flambent de l'argent et moi, je me positionne comme un sauveur là, avec sa compagnie Palantir en disant, nous, on crée le niveau entre les gouvernements et les entreprises importantes et ces modèles-là comme Claude et GPT, parce que eux-mêmes, lui, il les attaque en disant eux-mêmes ne sont pas assez sécuritaires. Donc moi, vous avez besoin d'une carapace autour de ces modèles-là pour protéger vos organisations, notamment dans un contexte gouvernemental et militaire. La propriété intellectuelle. Puis là-dessus, c'est intéressant. Je ne veux pas trop être dans la niche, mais ce que dit Karp, c'est qu'en fait, déjà, ils ont volé les images puis les textes de tout le monde, mais en plus, à chaque fois que tu te sers de Claude d'OpenAI, ben souvent, tu vas mettre ton texte là-dedans, ou tu vas mettre ton contrat là-dedans. Des informations d'entreprise. Tu vas mettre, je sais pas, tes dessins, ton code pour ceux qui font des sites web ou des applications. Juste des PDF, des données internes. Tu vas donner des données stratégiques de ta vie à toi comme individu et ils vont s'en servir pour s'améliorer, mais à un moment donné, cette même affaire-là, ils vont la revendre à ton compétiteur, ils vont la revendre à ton voisin. C'est très possible. Et il dit, ce que dit Karp, il dit, c'est qu'il y a des grands chefs d'entreprise aux États-Unis qui commencent à être un peu tannés de se faire voler comme ça et sans nécessairement une contrepartie à long terme. Et ça, c'est même sans compter, et là, tu me connais, mon chapeau d'aluminium n'est jamais bien loin, mais c'est sans compter la potentielle corruption au sein de ces organisations-là, parce qu'on sait que c'est arrivé que les employés de Meta, par exemple, aient accès à des messages d'individus, là, des ingénieurs qui trouvaient le moyen d'accéder qui espionnaient, parfois des femmes, parfois d'autres. Bon, c'est des incidents qu'on dit mineurs, c'est relativement rare, mais justement, qu'est-ce qui empêche quelqu'un chez OpenAI, chez ChatGPT, de fouiller dans vos conversations puis trouver des secrets d'entreprise et les vendre à un compétiteur ou imiter votre recette? Il y a un argument aussi qui dit, si là vous envoyez une recette pour faire $1 milliard à ChatGPT, qu'est-ce qui l'empêche de dire, attendez, je vais garder ça chez moi finalement, cette idée-là, puis moi-même je vais appliquer cette stratégie commerciale que je viens soit d'inventer ou de co-créer avec un humain qui m'a posé des questions. Petit clin d'œil en terminant sur un sujet qui me titille. Le cannibalisme ne serait pas bon pour la santé. Ah non, mais moi j'adore quand on est l'été puis il y a des trucs qui passent dans les nouvelles qui me font vraiment réfléchir sur c'est quoi être humain. Là, ça brasse moins en politique ces temps-ci. Hein? On peut se permettre de réfléchir aux vertus gastronomiques du cannibalisme. Voisin. Exact.
Et dans le fond, c'est qu'il y a une étude récemment qui disait que le cannibalisme n'est pas bon pour notre santé. Alors là, c'est peut-être pas pour la raison. Mais je suis tellement content que tu poses la question parce que dans le fond, non. Dans le fond, un humain, ça pourrait être un bon snack. Okay? Il y a quand même un apport de protéines, etc., quand même pas inintéressant. Cependant, le problème, c'est les maladies. C'est comme tu manges... C'est l'étude qui le dit, là, évidemment. Une étude de la Pologne, là, je vous dis ça comme ça, c'est sorti cette semaine. Oui, dans le fond, si le cadavre que tu manges était atteint d'une maladie, comme toi, tu es un humain, tu as un système similaire au sien, donc la maladie, elle peut passer plus rapidement dans la tienne. Dans ton corps, autrement dit. Contrairement à d'autres animaux qui ont des maladies généralement assez différentes des nôtres. OK, mais là, on parle du cannibalisme de cannibaux, là, mais mettons un cannibalisme bien géré, là, avec une boucherie, dans un frigo froid. Il faut que tu t'assures que en filet mignon, ton humain n'ait pas eu de maladie. Si le gars avait une grippe, ça se peut que tu prennes une grippe. Mais s'il est diabétique, ça s'attrape pas, mettons. Mais là, faudrait appeler la Pologne ou genre... C'est quoi les maladies? Si tu fais revenir le filet mignon d'humain dans la poêle, là, la grippe, elle va passer avec la chaleur. Je pense que c'est plus compliqué que ça quand même. Puis apparemment, mais puis aussi, c'est une étude une réflexion historique sur le cannibalisme. Dans le fond, l'évolution de l'humain aurait fait en sorte qu'on se serait éloigné de ça justement pour éviter des épidémies massives. Puis là, j'avoue qu'il y a 300 ans, même 5000 ans, le filet mignon dans une petite poêle à l'huile d'olive était quand même un peu peu rare. Des petites épices, là, comme on était moins dans l'esthétisme, disons. Là. Ben voilà. Ouais, c'était moins important. On n'avait pas les frigos de boucherie comme on a aujourd'hui, mais on pourrait très bien s'imaginer. Puis aujourd'hui, les animaux ont plus l'air des animaux dans notre assiette. On veut plus voir ça nécessairement. Donc, imagine manger ton voisin. Alors, c'est un très bon point. On sait que ça a dû arriver dans l'histoire, notamment dans le cadre de tragédies. Là, un avion qui écrase. On pense à le Yellow Jacket. Exact. Bon, alors, on sait que vous avez faim, les amis, 14h37, mais... Votre collègue vous gosse. Je veux juste reciter le professeur derrière l'étude. D'un point de vue calorique, une personne est un repas assez moyen. Le problème, c'est vraiment le risque d'infection, les pathogènes. Bon. Et donc, ce qu'on rappelle aux gens, dans le fond, c'est de ne pas être cannibale. Aujourd'hui, on s'adresse à la nation. Collègue, mesdames et messieurs. Ne mangez pas d'humain, ça vaut pas la peine, vous allez être malade. Il y a des manières beaucoup plus simples de régler vos différends au travail. Merci, Fred Bastien. Toujours un plaisir. Un grand bonheur.